Ok, bonsoir à tous. Bonsoir à tous et à toutes. J'espère que... C'est toi l'animateur, hein. D'accord. Donc, bonsoir à tous et à toutes. J'espère que tout va bien pour tout le monde, inclus ceux qui sont en Israël. Pense à vous, en particulier Gérard, qui, voilà, la semaine dernière, depuis le Miklat, il doit gérer ça. Donc, on va parler, Bezat Hashem, de Parashat Vayakel, de la part du Mishkan, et d'un point particulier dans le Mishkan, qui sont les Yetedot, qui sont ces chevilles, comment ça s'appelle, ces attaches, ces ancres qui allaient s'installer pour tenir le Mishkan. En particulier, je vais partager mon écran, c'est pour ça que je voulais partager l'écran. On a cette photo-là. Donc, il y a deux sortes de chevilles. Il y a les chevilles qui tenaient le Mishkan même. Donc, c'était enfoncé dans la terre. Il y avait en bas une ficelle qui tenait. Et donc, ça, c'est les Yériot, pardon. Ça, c'est pas le Mishkan même. Ça, c'est les contours du Mishkan. C'est ce qui faisait tout autour du Khatser. Et ensuite, autour du Mishkan, on avait la même chose. Pour tenir les, ces tissus, ces peaux qui couvraient le Mishkan même, il y avait aussi ces Yetedot, ces espèces de chevilles-là qui étaient attachées donc avec de la ficelle pour tenir ces tissus. Et on va parler de ça, Bezrat Hashem. Mais avant de rentrer dans les détails du Mishkan, je voudrais euh, parler de manière générale de la parasha de Vayakel et ensuite du Mishkan, parce que la parasha de Vayakel, c'est quelque chose de, bien sûr, d'important, j'allais dire d'émotionnel aussi. Émotionnel dans le sens où, pour nos chassidim, parasha de Vayakel, c'était le dernier Fabringen du Rabbi en 1992. Donc c'était Shabbat Shkalim aussi, et c'était à ce moment-là. Une des leçons, c'était l'idée de Shekel, mais il y avait l'idée de Kaal, de Vayakel, de réunir aussi. Donc c'était le dernier Fabregat qu'on a entendu du Rabbi jusqu'à, pour l'instant, jusqu'à l'avenue du Mashiach. Et donc, un point important, et c'était une culmination, je pense, et beaucoup le pensent aussi, de mois de partage, de mois de don de soi-même, et de mois d'intensifier le message de Mashiach. Et on vit dans une époque très très spéciale, je pense, depuis le 7 octobre. Encore plus, je pense que les choses ont augmenté, et ont monté d'intensité avec le Shabbat il y a 10 jours maintenant, 9 jours, le Shabbat Zachor, avec cette guerre qui s'est mise en place contre la peur ou la menace perse. Et je pense que c'est important de partager cette idée-là. Parce que ce que je dis, c'est l'accumulation, c'est parce que depuis Chafres Nissan, depuis l'année d'avant, c'est-à-dire Tafshin Nun Aleph 1991, qui était quelques semaines après la fin de la guerre du Golfe. Donc en 91, 90-91, c'était la guerre du Golfe. L'année hébreu, c'était Tafshin Nun Aleph. Arenu Niflot, qu'Hachem nous montre des miracles, des miracles extraordinaires. Et le Rabbi avait parlé à ce moment-là du fait que les guerres, c'était pour le peuple juif. Et Hachem nous a rassuré, il a dit, vous inquiétez pas, tout va bien se passer, tout ce que je mets en place, c'est pour vous. La guerre s'est arrêtée, Erev Purim. Ce que Rabbi avait dit à quelqu'un d'autre, avec quelqu'un déjà, je veux dire avant, c'est quelqu'un qui était un soldat américain, hein, quelqu'un qui était un aumônier de l'armée américaine, qui allait partir, et il a dit au Rabbi, voilà, il part, etc. Et il prévoit de prendre avec lui, il partait des mois avant, prévoit de prendre avec lui une Megillah. Le Rabbi lui dit, la guerre sera arrêtée avant Purim. Ce qui s'est passé, la guerre s'est arrêtée avant Purim. Mais un mois plus tard, donc un peu plus d'un mois, vers la fin du mois d'Issan, le Rabbi avait commencé à parler de cette sikha, où il a dit qu'il voilà, il a fini son travail, il a fait ce qu'il avait à faire, si on peut dire, et maintenant c'est à nous de faire venir Mashiach. Comme on dit de certaine manière, on peut amener le cheval à l'eau, mais et après, on ne peut pas le faire boire de par nous-mêmes, c'est à lui de vouloir boire. Donc le Rabbi dit, voilà, j'ai fait mon travail, maintenant c'est au chassidim de le faire. Et pendant tous les mois qui ont suivi,
Le Rabbi a parlé de manière très très intense de l'avenue du Mashiach, de la responsabilité de chacun, de comment le faire, de ce que nous avons besoin de faire, etc., de nous informer sur ce qu'est le Mashiach, le Beth Amikdash, etc. En ce moment, on parle beaucoup du Beth Amikdash, troisième Beth Amikdash. Il paraît que le peuple juif veut de manière très importante le Beth Amikdash et que Chabad va construire le troisième Beth Amikdash. C'était les nouvelles aux États-Unis. Je ne sais pas si vous avez entendu ça. Mais en tout cas, il y a eu pendant des mois et des mois une campagne, si on peut dire, sur l'avenue du Mashiach, et le Rabbi a vraiment poussé de manière intense. Et Parashat Vayakhel, c'est ce dernier Fabri. Alors bien sûr, le Rabbi il a parlé pendant tous ces Shabbatot et pendant tous ces mois de l'avenue du Mashiach, comment faire, quoi faire, qu'est-ce que ça va être, qu'est-ce qui va se passer. Mais dans Vayakhel, il y a quelque chose de particulier qui se passe. Alors Vayakhel, bien sûr, c'est la mise en place du Mishkan. Je ne vais pas répéter le Fabri du Rabbi, je vais juste mettre à ma sauce, et je veux bien le préciser, un ou deux points de ce Fabregan. Et le point principal étant l'idée de Ka'al. Pas le point principal dans Fabregan, le point principal dont je voudrais parler. Et cette idée de Ka'al. Vayakel, c'est que Moshe a rassemblé, Moshe a réuni. Et c'est cette idée de Ka'al de réunir le peuple juif, de se trouver ensemble. Dans le contexte de cette réunion, c'est le Mishkan. C'est le Mishkan qui va créer un Ka'al, qui va créer une entité du peuple juif. De la même manière que sans le Beth Amikdash, ou sans le Mishkan à l'époque, sans le Beth Amikdash, il nous manque quelque chose d'essentiel. C'est pas juste avoir quelque chose de plus, mais il nous manque quelque chose d'essentiel. Ben, le Mishkan va créer cette chose essentielle, qui est le concept de Kaal. Donc, c'est par l'intermédiaire de la Torah, par l'intermédiaire du Beth Amikdash, par l'intermédiaire de la présence d'Hachem, que nous devenons un Kaal, une communauté. Alors, bien sûr, il y a l'idée d'un projet communautaire. C'est-à-dire que le Hegel Hazahav, ce veau d'or, a détruit la relation entre Hachem et le peuple juif d'une certaine manière et a détruit un peu le lien entre les juifs eux-mêmes. Et construire le Mishkan est quelque chose qui va créer, qui va coaguler, si on peut dire d'une certaine manière, qui va faire en sorte, qui va cimenter la relation entre Hachem et le peuple juif et aussi entre nous. Cette idée de Harvout, cette idée nous sommes tous dépendants l'un de l'autre et nous faisons tous partie d'un Kaal va s'exprimer à travers le Beth Amikdash ou à travers le Mishkan à l'époque donc, du désert. Donc cette idée de Kaal, cette idée d'unité d'Avat Israël, d'Artout Israël, est quelque chose c'est extrêmement important. Comme je vous l'ai dit, c'était Parashat Shkalim, de ce fameux là en 1992. Et donc, il y a l'idée du demi-shekel, nous sommes que chacun une demi, et bien sûr l'idée de Tzedaka. Et la Tzedaka, c'est aussi la même chose, c'est le fait que nous soyons tous ensemble. Et un autre point que je voudrais relever, c'est l'idée de Ka'al Gadol Yeshuv Enak, à l'époque de Mashiach, on va tous revenir vers Israël. Et ça, c'est déjà quelque chose qui, d'une certaine manière, s'est mis en place, même si, bien sûr, Kibbutz Galiot, ça va se passer après la construction du Beth Amikdash, comme le Rambam nous dit, puisque le Rambam nous donne la halachot de Mashiach, et il nous donne certaines choses, il nous donne un certain ordre des choses. Et sur certaines choses auxquelles le Rambam dit, on ne sait pas exactement comment ça va se passer. On verra quand Mashiach sera là, on verra exactement quel sera le déroulement, parce qu'il y a des débats. Est-ce que ça va passer de cette manière-là, de cette manière-là? Bon, il y a des débats, il y a des idées différentes, etc. Mais il y a certaines choses que lesquelles Rambam ne nous dit pas ça. Et une autre, une parmi ces choses-là, c'est l'ordre dans lequel les choses vont se passer, qui est que donc, il y aura une personne, un candidat qui sera Cheskat Mashiach, qu'on pourra imaginer que cette personne est le candidat de Mashiach, mais le moment où on est certain que la personne est Mashiach, c'est le moment où on a le Beth Amikdash, le temple. Donc on a le troisième Beth Amikdash, et ensuite le Rambam me dit, après le Beth Amikdash, c'est Kibbutz Galiot, le retour de tout le monde vers Israël. Donc pour l'instant, il y a Baruch Hashem, le Rabbi en avait parlé à ce moment-là dans ce Famagan. Il y a déjà une bonne partie du peuple juif. En 92, c'était pas encore la moitié. Je pense que là, on est plus ou moins à la moitié, ou c'était un peu plus que la moitié du peuple juif est déjà en Israël. Mais vraiment, le retour de tout le monde sera après la construction du Beth Amikdash. Et il n'y a pas besoin, si on peut dire, que tout le monde soit en Israël pour que le Mashiach arrive. C'est pas nécessaire, pas dans la vie du Rambam. Donc, il n'y a pas cette idée nécessairement qu'il faut absolument que tout le monde soit en Israël dans la halakha. Mais, d'après donc la halakha, le retour en Israël de tout le monde sera après la construction du Beth Amikdash. Mais il y a quand même l'idée de Kaal, donc cette idée de revenir, de nous retrouver tous ensemble. C'est quelque chose qui est important et quelque chose qui est essentiel au Mishkan. Puisque le Mishkan, c'est vraiment cette idée-là de d'avoir un point de rassemblement. Et pas juste un point de rassemblement comme on a une synagogue ou un autre point, un centre communautaire, ou bien on va se retrouver à l'épicerie, ou on se retrouve à... Non, c'est le Mishkan qui va créer
le lien. Comme le Pasuk nous dit, Hachem a dit à Moshe, Vassou le Mikdash, v'shachanti betocham. Vous allez me faire un sanctuaire, et je résiderai parmi eux. C'est-à-dire que par l'intermédiaire du Beth Amikdash, par l'intermédiaire du Mishkan, nous avons la présence d'Hachem en nous. En nous, c'est aussi le peuple. Donc il y a un Tocham, il y a un peuple qui se met en place par l'intermédiaire du Mishkan. Le Mishkan va vraiment créer le, le, comment dire, le peuple juif et l'unité du peuple juif. Et ça, c'est quelque chose qui est important. Quand le Rambam, je disais, parle de l'avenue du Mashiach, donc pour lui, c'est le Beth Amikdash, c'est le point vraiment, la plaque tournante, le point tournant, le pivot. Le pivot de avant et de après, oui, Mashiach ou pas encore Mashiach, c'est le Beth Amikdash qui va déterminer ça. Mais quand on nous parle un peu plus tôt de Mashiach, il nous dit la chose suivante, que Mashiach, il va ramener la Torah comme elle était avant. C'est-à-dire que pour l'instant, on a à peu près un tiers des mitzvot qu'on peut faire sans le Beth Amikdash. À peu près un tiers. Les deux tiers sont des choses qui sont reliées au Beth Amikdash. Au Beth Amikdash, avec un gouvernement, le gouvernement juif, si on peut dire, de la Torah, et le fait que tout le monde sera réuni en Israël, il y a certaines lois qui dépendent de différents éléments. Mais plus ou moins, l'avenue du Mashiach, le Beth Amikdash, et toute la halachot qui vont être liées au service et au travail dans le Beth Amikdash, au Sanhedrin, qui dépend du Beth Amikdash, etc., etc. Tout ça, ça dépend du Beth Amikdash. Donc le Beth Amikdash, c'est vraiment quelque chose qui est central à notre identité. Le prototype du Beth Amikdash, c'est le Mishkan. D'ailleurs, le Beth Amikdash va copier, modeler le Mishkan. Le Mishkan, il y a trois éléments importants, et on va retrouver ces trois éléments importants dans le Beth Amikdash. Il y a la cour, dans le Beth Amikdash, c'est l'Azara, Ezrat Kohanim en particulier. Il y a ensuite le bâtiment central, qui sera divisé en deux. On retrouve la même chose dans le Beth Amikdash, qui est donc il y a le Echal, où il y a le Kodesh, avec la menorah, le Shulchan et, pardon, et le Mizbeach Hazav, ce petit Mizbeach en or, on amenait les Ketoret. Et ensuite, il y a le Saint des Saints, le Kodesh HaKodashim, de l'autre côté, qui est l'image du Mishkan. C'est comme ça que le Mishkan était. Donc, on va retrouver le Beth Amikdash est construit de la même manière. Bien sûr, le Beth Amikdash premier était, il y avait beaucoup d'autres choses autour, dans le sens il y avait tout un bâtiment, tout un complexe. Le complexe s'est agrandi dans le deuxième Beth Amikdash, surtout à la fin du deuxième Beth Amikdash, quand il a été rénové par Ordus. Le complexe était très, très, très large, très important, et j'imagine qu'il sera encore plus important à l'époque du troisième Beth Amikdash, où il y aura vraiment tout un autre complexe qui va être mis en place, avec beaucoup plus d'espace, des bureaux, un parking. Je ne sais pas exactement comment ça va être en place, mais il y aura tout un tas de choses qui seront nécessaires à notre vie et qui seront en place au Beth Amikdash. Donc tout ça, ce sont le lien et pour dire vraiment la centralité du Mishkan et du travail du Mishkan qui va être celui qui va nous amener la Shrina dans notre monde. Alors, parmi les choses dont avait le Mishkan, comme je disais, chaque chose a sa place. Chaque chose est importante. Et les commentaires, bien sûr, expliquent tout un tas de choses par rapport au Mishkan, par rapport à chaque chose qui se passe dans le Mishkan, comment le Mishkan représente la présence d'Hachem, comment différentes parties du Mishkan sont différentes étapes dans la révélation d'Hachem. Nous avons dans le Tanya, nous avons bien sûr dans Chazal, dans d'autres Sfarim. Dans le Tanya, l'Admor HaZaken nous explique que le Mishkan, c'est vraiment le point de connexion entre Hachem et le monde. C'est la révélation de la Shrina qui va passer par le Mishkan et du Mishkan va se répandre vers le monde. Il y a un Mishkan ici sur Terre, le Kodesh HaKodashim, le Saint des Saints, il y a le Kodesh HaKodashim de manière spirituelle. Quand je dis qu'il y a un Kodesh HaKodashim ici sur Terre, c'est valide jusqu'à aujourd'hui. Puisque nous savons, et c'est écrit dans le Rambam aussi, dans un autre endroit, pas dans la Loi de Mashiach, mais la Loi de Beth Abechira, dans les lois du Beth Amikdash, nous savons que quand le roi Salomon, Shlomo HaMelech, a construit le premier temple, il a aussi construit des chambres cachées, secrètes, pour que le jour venu, on puisse cacher l'arche, le Haron, avec les louchot, et de faire en sorte que ce soit jamais pris par les ennemis du peuple juif. D'ailleurs, c'est ce qui a été fait. Quelques décennies avant la destruction du premier Beth Amikdash, les louchot ont été cachés par le roi de l'époque, dans ces souterrains-là. Ça n'a jamais été retrouvé depuis. Donc, dans le deuxième Beth Amikdash, il n'y avait pas de louchot. Le Kodesh HaKodashim était une pièce vide. Il y avait la pierre, l'Even Hashetia, sur lequel, dans le premier Beth Amikdash, il y avait le Aaron, mais
La pièce était vide, parce qu'on n'a toujours pas récupéré ça. On n'a pas retrouvé, on ne savait pas où c'était. Mais ce qui veut dire qu'il y a jusqu'à aujourd'hui cette même pièce-là, dans les souterrains, construite par le roi Shlomo Amelech, donc qui fait partie du premier Beth Amikdash, une pièce qui faisait partie intégrale du premier Beth Amikdash. Il y a une pièce qui fait partie du premier Beth Amikdash qui est là avec l'arche. Et non seulement c'est une pièce qui fait partie du premier Beth Amikdash, qui a été construite à la base pour servir de Kodesh à Kodashim, pour servir d'endroit où on va mettre le Haron. Donc on a cette pièce-là jusqu'à aujourd'hui, construite par le roi Shlomo Amelech, qui faisait partie du premier Beth Amikdash, qui était un Kodesh à Kodashim B ou souterrain, si on peut dire, et qui est toujours là. Donc le Kodesh HaKodashim, d'une certaine manière, existe toujours. Alors, on ne sait pas où il est exactement, on ne le voit pas, c'est caché, etc. Mais c'est toujours là. Ce qui est quand même quelque chose d'extraordinaire quand on y pense. Donc en tout cas, on a toujours cette pièce-là qui est le Kodesh HaKodashim et qui est le point de contact entre Hachem, la Shekhinah, et le reste du monde. Alors, en parlant du Mishkan, donc, comme je le dis, il y a certaines choses qui étaient fabriquées, tout un tas de choses qu'il fallait. Certaines choses parce que voilà, le Mishkan était entre autres portatif, donc il fallait pouvoir le monter, le démonter. Il y avait des chevilles, il y avait des choses, tout un tas de choses qu'il fallait mettre en place pour pouvoir faire ce qu'il fallait faire. Et il y a dans les parachutes Mat et Tzavé qui dit ça, on a la description de tout ce qui se passe. Et on a ensuite la répétition dans la paracha de Vayakel et Pekouté de tous les commandements. C'est-à-dire que Trouma et Tzavé et parachat Kitissa, c'est les commandements d'Hachem à Moshe. Donc Hachem dit à Moshe, voilà ce qu'il faut faire, voilà construire le Mishkan, etc., etc. Vayakel et Pekoudé, c'est le moment où Moshe maintenant va lui se mettre au travail, dans le sens il va trouver une équipe qui va mettre tout ça en place. On a Betzalel, Oliav, qui eux vont chercher tous les artisans pour faire tout ça, et mettre en place, construire tout ça. Donc, Vayakel et Pekoudé, c'est l'application, c'est la création du Mishkan qui pour l'instant n'était qu'en théorie, c'était uniquement la mitzvah qui avait été donnée à Moshe, et maintenant on va le fabriquer. Le Mishkan est tellement important qu'on a 4 parachutes et demi, disons, dédiés au Mishkan, et Vayakel Pekoudé qui sont plus ou moins la répétition de Trumat et Tzavé et un petit bout de parachat qui dit ça. Donc, on n'a pas souvent dans la Torah des répétitions, des choses qui se répètent à tel point, c'est rare. On a l'histoire d'Eliezer, le mariage d'Eliezer, quand Eliezer est parti à Haran pour faire une introduction, pour créer le mariage entre Rivka et Yitzhak. Et l'histoire est répétée 2 fois, c'est-à-dire qu'on a l'histoire comme elle se passe avec Eliezer, le miracle qui se passe avec Eliezer. Ensuite, Eliezer raconte à la fin tout ce qui lui est arrivé. Et la Torah nous dit ça. La Torah ne nous dit pas Eliezer a tout raconté. Non, la Torah nous dit voilà ce que Eliezer a raconté. Donc on a toute la description de la même histoire 2 fois. On a le Nessim, on est bientôt dans le mois de Nissan, les 12 premiers jours de Nissan, au moment de l'inauguration du Mishkan, les 12 premiers jours, chaque chef de tribu, chaque prince de tribu amenait des sacrifices. Il s'avère que les sacrifices étaient tous les mêmes 12 fois. Chaque jour, c'était plus ou moins les mêmes sacrifices. C'était les mêmes sacrifices, pas plus ou moins, c'était exactement les mêmes sacrifices. Alors bien sûr, chacun avait une intention différente, chacun avait un but différent, mais il n'en reste quand même que c'était 12 fois exactement la même chose. Quand on va le lire, c'est la paracha de Nassau, on va lire ça chacun dans son sido à partir de Rosh Chodesh Nissan. C'est 12 fois la même chose. Et là-bas, encore une fois, les commentaires se posent la question, pourquoi répéter 12 fois la même chose? Pourquoi ne pas dire que, voilà, ils ont tous amené la même chose? On dit, on part du jour numéro 1, jour numéro 2, jour numéro 3 peut-être. Comme ça, on est un chazaka. Et dire qu'après, voilà, ils ont tous continué à faire la même chose, puisqu'au bout du compte, c'était exactement les mêmes sacrifices. Et malgré tout, la Torah nous donne la description exacte de chaque fois, 12 fois, les mêmes choses. C'est mot à mot la même chose 12 fois. Il y a un commentaire sur ça. Ok, que chacun a une intention différente, etc. C'est pas pour l'instant. Mais là, on a une répétition, encore une fois, de tous les détails du Mishkan. D'ailleurs, Rashi va nous dire, les détails du Mishkan, je les ai déjà expliqués. Donc, au début de la paracha de Vayakel, deuxième pasuk de Vayakel, Rashi nous dit, je ne vais pas rentrer dans tous les détails, j'ai déjà tout expliqué. Il y a des détails ici et là où Rashi rajoute des commentaires, parce que ce sont des choses qui sont nouvelles ou bien un peu différentes par rapport à ce qui est marqué dans les parachutes précédentes, mais de manière générale, c'est exactement la même chose. Il y a un Rashi intéressant, où Rashi va justement nous expliquer ce que sont les Yetedot.
Donc, je vais repartager l'histoire. On a donc euh, ces espèces de chevilles, ces crochets, qui sont pour tenir les riottes, pour tenir tout ce qui était autour du Mishkan. Donc, ces tissus qui délimitaient la cour du Mishkan. Et on a les yétidot qui tenaient les couvertures du Mishkan, ça. Et Rashi nous a déjà expliqué dans la paracha de Trouma de quoi il s'agissait, c'est quoi les Trouma. Et dans la paracha de Vaïkal, Rashi va leur expliquer, avec quelques différences, mais il y a une différence importante, qui est que alors que Rashi, dans la paracha de Trouma, nous dit, je ne sais pas exactement comment ça marchait, comment ça fonctionnait, ces chevilles-là, ici, Rashi nous dit, je sais. Qu'est-ce que ça veut dire? Rashi nous dit, je ne sais pas exactement comment ça se passe. C'est que dans la paracha de Trouma, Rashi nous dit, je ne sais pas s'ils sont plantés dans la terre, ou bien c'est juste le poids qui va les tenir. C'est-à-dire, on a des trucs en métal, c'était fait en cuivre, et on va les accrocher, disons là, un truc comme ça, et le poids de ce métal-là, du cuivre, va tenir en place les, les tissus, soit les couvertures du Mishkan, soit ce qui est tout autour. Donc Rachid nous dit, dans la page Trouma, je ne sais pas, est-ce que c'est par le poids que ça tient, ou bien c'est planté dans la terre. Je pense, Libi Omer, il dit, oh pardon, Vani Omer, je dis, nous dit Rachid, que c'était planté dans la terre, et il ramène un pasouk dans Ishaïo qui plus ou moins prouve ça, c'est pas nécessairement une preuve irréfutable, mais il ramène un pasouk Ishaïo qui veut dire qu'on parle de choses qui sont plantées dans la terre. Mais il y a un doute. Rachid dit, voilà, je ne sais pas, est-ce que c'est comme ci, est-ce que c'est comme ça? Dans la paracha de Vayakel, Rachid ne dit pas qu'il y a un doute. Rachid nous dit, voilà, les Yétidot, ils sont plantés dans la terre, et il y a les ficelles autour. Alors que d'abord, dans Parashat Truma, Rachid n'explique pas les ficelles. Donc, il y a une différence dans le Rashi. Ce qui est très étonnant, parce que premièrement, encore une fois, Rashi a dit qu'il n'allait pas répéter les explications. Et là, il explique plus ou moins la même chose. Il n'y a pas de nouvel élément. C'est pas quelque chose qu'on ne savait pas avant. On a ramené un nouveau concept, un nouveau mot, une nouvelle idée qui n'a pas été mentionnée plus tôt, etc. On a des choses qui sont différentes. Par exemple, on a un passage dans la paracha de cette semaine qui nous dit, voilà, il faut être un mishkan, et oalov et merseu. Le mishkan, sa tente et sa couverture. Rashi va expliquer. Le Mishkan, sur le Mishkan même, sur la structure du Mishkan, il y avait trois couches de tissu qui étaient mis en place. Et donc, il y avait la base, euh, couche numéro 1, 2 et 3. Et Rashi dit, voilà, c'est de ça qu'il s'agit. Quand on dit le Mishkan, la tente et la couverture, c'est ces trois couches. Parce que là, effectivement, c'est un nouveau terme dont on ne s'est pas servi plus tôt. Et le Mishkan, on aurait pu dire que le Mishkan, c'est le Mishkan. Mais dans ce cas-là, c'est quoi la tente du Mishkan? Donc Rachid nous explique, parce qu'il y a des choses nouvelles. Mais là, il n'y a rien de nouveau. Donc Rachid, d'un côté, se répète alors qu'il a dit qu'il n'allait pas se répéter. Et deuxièmement, il change quelque chose, parce qu'ici, Rachid ne dit pas, j'ai un doute, je ne suis pas sûr de comment ça marche. Mais ici, il dit, je sais comment ça marche. Qu'est-ce qui a changé? Et le Rabbi explique quelque chose de fascinant. Il nous dit, il y a quelque chose qui est différent ici, puisque comme je l'ai dit, ici, on parle de la mise en place, de la construction du Mishkan. Je vais enlever ça. C'est-à-dire que on n'est pas juste dans la théorie, dans les mitzvot, on est dans l'application. Et dans l'application, on a un verset qui nous dit que Moshe Rabbeinu, avec Betzalel Oliav, ont cherché des gens qui étaient chachmelev, des gens qui étaient intelligents, qui avaient des talents particuliers. Et là, Rachel se pose la question, mais pourquoi est-ce que dans la liste des choses, il y a des choses qui étaient un peu compliquées, des choses qui étaient très compliquées. Il fallait des artisans de qualité, des gens qui pouvaient produire quelque chose d'exceptionnel, entre autres tisser tout ça. Il y avait des choses qui étaient un peu compliquées. Il y a des choses, des tapisseries où chaque côté, il y avait une image différente de chaque côté. Donc il fallait pouvoir tisser ça en créant une image différente de chaque côté de la tapisserie. Donc il y avait des choses, il fallait bien sûr des talents particuliers, etc. Mais dans la liste de toutes choses pour lesquelles qui ont été mises en place, il fallait Rachmelev, on a ces yétédot, ces chevilles, ces, ces clous, si on peut dire. Là, Rachid se dit, mais à quoi ça sert? Pourquoi est-ce qu'on a besoin d'être tellement intelligent pour avoir un talent particulier pour créer ce genre de truc? Il y a quelque chose, il y a un message ici. Et ce message, il est uniquement mentionné ici, pas plus tôt, puisque plus tôt, on ne parle pas des gens qui allaient construire le Mishkan, on parle juste des instruments. Là, on parle des objets, là, on parle des gens
Il faut qu'il y ait des gens qui sont chachmelev, des gens qui ont un talent particulier pour pouvoir créer ces choses-là. Et Rachid se dit, il y a quelque chose. Pourquoi est-ce qu'ici, dans la liste des choses qui sont des éléments qui sont particuliers, on parle de chachmelev, des gens qui ont un talent particulier. Et la réponse de Rachid est la suivante. Ces yétédot là, comme on l'a dit plus tôt dans la parasha de Trouma, ça pourrait être marché de deux manières. Soit c'est fixé dans la terre, soit c'est juste le poids qui les fait tenir. Maintenant, si ça les fixe dans la terre, ça crée un changement dans la structure. C'est-à-dire, on a plein de doigts, ou quelque chose qui est mechobar à la kaka, quelque chose qui est connecté à la terre, a un statut différent que quelque chose qui est détaché de la terre. Ça peut être au concept de Touma et de Tara, pureté et d'impureté, ça peut être au niveau de l'immobilier, mais il y a une différence quand une structure est attachée à la terre, quand une structure n'est pas attachée à la terre. Et donc là, on a besoin de créer quelque chose où ces Chachmelev ont voulu faire tout le travail de manière la plus parfaite possible. On étudie le Chumash, voilà, vous et moi, on est en train d'étudier le Psukim, et on se pose la question, pourquoi est-ce qu'on a besoin de Chachmelev pour pouvoir faire ces chevilles-là? Alors, on a deux options de ce que les chevilles vont accomplir. Et si les chevilles sont juste un poids pour tenir les choses en place, ça ne change pas vraiment grand-chose dans les hériotes. On a les hériotes, et ensuite, pour bien les attacher, voilà, on a des attaches, on met des poids pour les tenir. Mais les hériotes, elles sont telles quelles. Donc, il n'y a pas vraiment besoin d'artisans particuliers, avec des talents particuliers, pour faire des poids. Les poids, c'est un poids. Et les hériotes, il n'y a rien qui change. Mais si on se dit que maintenant, avec ces poids-là, avec ces yétédotes, on va les attacher dans la terre, ça va changer le statut, moins halachique, de ces couvertures et de ces tissus. Puisque maintenant, on parle de quelque chose qui est attaché à la terre, quelque chose qui prend maintenant un élément de permanence. Donc ça change, ça va compléter et finir le statut de ces tissus. Et là, ça change. Donc les Chachmelev, se dit Rashi, ils ont fait bien sûr les yériotes, les tissus, etc. Ça, c'était un travail pour lequel il fallait un talent particulier. Mais ils n'ont pas voulu s'arrêter là. Ils ont voulu aller jusqu'au bout. Finir le travail, même dans dans les détails les plus finis, les plus fins et les plus, comment dire, peut-être les moins importants, mais qui sont quelque chose qui sont tout à la fin. Vraiment finir le travail à 100%. Qu'est-ce qui allait finir le Yétidot? C'est de pouvoir les planter dans la terre. C'est le moment où elles vont faire partie maintenant d'une construction finale, permanente, en fonction du Mishkan. Le Mishkan avait cette idée de permanence qui était attachée à la terre. C'était d'ailleurs, Saïtedot, c'était les seules parties qui étaient vraiment attachées à la terre. Le Mishkan était posé sur la terre. Alors bien sûr, il était tellement lourd que ça n'allait pas bouger. Mais la partie qui était vraiment mise dans la terre, c'était ces chevilles-là, ces Yétedot. Donc Rashi nous dit, les Yétedot vont transformer les Yériot, ces tissus. Donc les Chachmelev, eux, ont voulu finir tout le travail. Ils étaient intelligents, ils étaient sensibles à l'importance du Mishkan. Ils n'ont pas dit, bon, nous on fait l'essentiel, et après on va laisser comment dire, les apprentis finir le reste. Ils ont voulu tout faire. Et même ce dernier élément qui va faire en sorte que ces yétédot, ces yériot, ces tissus prennent une permanence particulière. Et donc, ils disent, on va finir tout le travail. Et donc, pour le finir, ou si je ne sais pas maintenant, est-ce que c'est quelque chose qui va juste un poids, quelque chose qui va être mis dans la terre? Certainement, c'est que c'était mis dans la terre. Et là, ça change le degré, ça change la lacha, le statut de ces yétédot, de ces couvertures. Donc c'est pour ça que Rachid se dit, ici on devait parler de quelque chose de particulier, quelque chose qui va changer le statut de ces tissus-là. Ça, c'est l'étude du Rachid. Mais le Rabbi voit dans ça un message extraordinaire, et c'est ça que je voulais surtout partager avec vous, qui est notre responsabilité de finir un travail, de faire un travail complet. Et le Rabbi veut le ramener à plusieurs niveaux. Niveau numéro un, c'est le niveau de l'éducation. Alors c'est vrai en tant que parent, c'est vrai en tant qu'éducateur, c'est vrai en tant que toute personne qui a un certain degré de responsabilité par rapport à quelqu'un d'autre.
qu'on soit un mashpia, qu'on soit un rave, qu'on soit un shaliach, qu'on soit quelqu'un vers qui les gens se tournent vers nous pour nous poser des questions, pour nous demander conseils, etc. On a besoin de faire en sorte que le travail soit amené jusqu'à sa fin. Dans les petits détails. De la même manière que ces Chachmei Lev-là ont voulu faire en sorte que les rigueurs soient complètes à 100%. Il n'y a rien d'autre à rajouter, même les chevilles soient complètes, soient faites. Donc quand on est là, qu'on voudrait, on a un travail à faire. On ne va pas juste se satisfaire des grosses lignes, du travail essentiel, du gros du travail. Il faudra faire en sorte que dans notre éducation, dans notre partage, on donne tout à la personne en face de nous. Tous les outils nécessaires, tous les éléments nécessaires, et qu'on soit là derrière pour les suivre jusqu'au moment où la personne peut devenir vraiment à 100% indépendante et forte. Comment est-ce qu'on sait qu'une personne est indépendante? Ben, on a une allusion à ça dans ce même rachis. À quoi il servait ces yétédot, ces chevilles-là? Pour faire en sorte que tous ces tissus-là ne volent pas dans le vent, qu'ils soient bien ancrés. Eh bien, c'est la même chose par rapport à une personne, un enfant qu'on va éduquer, un élève. Il y a tellement de vent qui souffle dans le monde, de vent d'idéologies différentes, bizarres ou d'autres choses, d'influence. Il faut faire en sorte que les gens de qui on est responsable, encore une fois nos enfants, les gens qu'on éduque, nos élèves, les mouchpaïm, etc., soient forts pour pouvoir résister à tous ces vents-là qui soufflent. Donc on a besoin vraiment de leur donner tout ce qu'il faut. Ça inclut l'amour, ça inclut un sens de responsabilité, ça inclut toutes les informations nécessaires, ça inclut le fait qu'ils sachent qu'ils ont notre présence, qu'on est là pour eux et avec eux. Donc tout ça, c'est quelque chose qui est important. On a besoin de donner tout ça, pas juste de faire l'essentiel et on dit après ils se débrouillent, mais vraiment de tout donner, tout donner à ces gens-là. Nos élèves, dans le contexte dans lequel Rabbi parle, dans les mots dans lesquels Rabbi se sert, c'est les élèves, c'est les mouchpaïm, c'est nos enfants, mais vraiment d'être là présent à 100%. Je pense qu'on peut amener ça dans le couple aussi, quand on est pour notre époux, notre épouse. C'est une présence qui est là à 100%, pas juste les grandes lignes, mais être là, présent, dans tous les détails dont on a besoin de nous. Alors des fois, effectivement, on n'a pas rendre fou à notre mari, à notre femme, en voulant rentrer et tout gérer tous les détails. Des choses auxquelles on peut faire confiance en disant, voilà, je suis là, si tu as besoin de moi, je suis là. Pas besoin d'essayer de tout contrôler. Mais de savoir que donner ce message de présence à 100%. Ça, c'est une chose. Mais il y a une chose aussi très importante par rapport à Mashiach et par rapport à nous de manière générale. Des fois, on peut penser de nous-mêmes ou de notre génération qu'on n'est pas grand-chose. Comment est-ce que nous, on peut se comparer à la génération d'avant, les chassidim qui ont vu et qui ont vécu avec le rabbi, et les chassidim, je ne sais pas, du Almourazaken, et de l'époque du Baal Shem Tov, et l'époque de Rabbi Shimon de Arizal, de Rabbi Shimon Bar Yochai, l'époque de Tanaïm, de Rabbi Akiva, etc. Qui sommes-nous pour pouvoir nous comparer? Qui sommes-nous pour nous dire on veut Mashiach maintenant, et que, alors qu'eux, ils n'ont pas eu Mashiach? Le rabbi précédent avait toute une campagne au moment de la guerre, la Deuxième Guerre mondiale, l'alter les tchouva, l'alter les géoula. On fait tout de suite tchouva, il y a tout de suite la géoula. Et ça, c'est pas fait, bien sûr. On sait que Mashiach n'est pas venu à ce moment-là. Alors, qui sommes-nous pour pouvoir prétendre qu'on va être mieux? Et c'est pas grave. Il y a un principe dans la halakha, qui est ramené dans la Gemara. En amelacha ikret ela al shem gomra. Travail est appelé par la personne qui le finit. La Gemara dans ce temps, on parle. La Gemara dans ce temps, entre autres, on parle par rapport à Moshe Rabbeinu, qui avait porté les eaux de Yosef pendant 40 ans dans le désert. Mais il n'a pas pu ramener Yosef en Israël. C'est lui qui, pendant que tout le monde était occupé à plein de choses, le soir de la sortie d'Égypte, il a passé son temps à aller chercher Yosef, à le trouver, à s'occuper de ses ossements du cercueil de Yosef. Pendant toutes les années dans le désert, c'était Moshe Rabbeinu qui s'occupait du cercueil de Yosef. Il manquait peut-être quelques semaines jusqu'à qu'on puisse enterrer Yosef en Israël. Il s'est fait enterrer à Shrem. Le passage te dit, le peuple juif Israël a enterré Yosef. Moshe Rabbeinu s'en est occupé pendant plus de 40 ans. Le peuple juif là s'en est occupé. Pourquoi? Parce que Moshe n'a pas pu finir. Et Chazal nous dit que le travail est appelé par la personne qui va le finir. Alors c'est vrai que nous, on ne va pas faire grand-chose et que 99,9% du travail a déjà été fait. Mais c'est pas grave. Ce qui est important, c'est qui va finir le travail.
comme on parlait de Chachmelev qui ont voulu absolument finir le travail, que toutes les finitions, que tous les derniers points soient faits par eux, nous aussi on peut faire la même chose. On peut être ceux qui vont finir le travail, même si c'est pas grand-chose, même si c'est pas énorme. Quand il s'agit de planter ces chevilles dans le sable, dans la terre, c'est pas un travail extraordinaire, mais c'est ça qui va transformer le Mishkan. De tissus qui volent au vent, ils vont être maintenant quelque chose qui vont être fermement attachés, des choses qui vont être avoir une certaine permanence, des choses qui vont pas voler justement dans le vent. Ça va être attaché au sol par un coup de marteau. Quelle intelligence il faut avoir pour mettre un coup de marteau dans la cheville, pour planter ça dans la terre? Pas extraordinaire. Et malgré tout, c'est ça qui va donner une certaine permanence à tout le Mishkan. On peut faire ça. On peut être celui qui va donner le dernier coup de marteau, si on peut dire, dans la construction du Mishkan. Et non seulement ça, mais comme Chazal nous dit, que la Mlacha est appelée par le nom de la personne qui va finir le travail. Si c'est nous qui allons finir le travail, eh bien, ce sera nous qui aurons fait venir Mashiach. La venue du Mashiach sera appelée sous notre nom. Dire qu'on sera ceux qui ont fini le travail, ceux qui ont, euh, ceux qui ont fait venir Mashiach. Alors, effectivement, on n'est pas grand-chose, on n'est pas capable de grand-chose. Il y a eu des générations extraordinaires bien avant qui ont pu faire tellement de choses, etc. C'est vrai que c'est eux qui ont fait le gros du travail. Il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Mais il nous reste des choses. Il nous reste des choses à faire et c'est notre responsabilité. Et des fois, c'est pas grand-chose. Je retourne à ce que j'ai tout à l'heure au niveau du demi-shekel. Un demi-shekel. Un demi-shekel, c'est ce qu'il faut. Mais des fois, le demi-shekel, c'est pas évident, dans le sens où on a besoin de prendre conscience du fait qu'on n'est qu'une moitié, que l'autre moitié c'est Hachem, l'autre moitié c'est un autre juif, c'est-à-dire que on a besoin de l'aide d'Hachem sans tout. Ça, des fois, c'est compliqué. C'est compliqué de penser que tous nos succès sont Hachem. De penser ou de se rassurer en disant que nos erreurs, c'est Hashgacha Pratit, et que c'est ce que Hachem voulait, que ça n'a pas marché, le deal n'a pas marché, la location n'a pas marché, les vacances n'ont pas marché. On se rassure en disant, bon, c'est comme ça qu'Hachem l'a voulu. Bon, quelqu'un a raté l'avion, quelqu'un a raté le train, quelqu'un a raté je sais pas quoi. Il s'est retrouvé coincé en Israël, il voulait partir, il est parti à Pourim en Israël, il se retrouve coincé, il n'arrive pas à rentrer à la maison. C'est facile de dire, ok, bon, c'est clairement ça, Hachem. Mais qu'est-ce qui se passe quand tout va bien? On a pris l'avion et on est reparti et tout s'est bien passé. Est-ce qu'on dit, ah oui, bien sûr, c'est Hachem, grâce à Hachem, Baruch Hachem. Pas toujours. Ou peut-être pas au même degré. On pense que c'est normal. C'est quand il y a un problème qu'on sort de la normale. Quand tout se passe comme on l'attendait. Est-ce qu'on prend conscience du fait que c'est Hachem? Quand on a fait un investissement, l'investissement a marché. Baruch Hachem. On est parti au travail. Ouais, le métro est arrivé à l'heure. On est arrivé au travail. Baruch Hachem sans problème. On a pu faire sa journée au travail, accomplir ce qu'il fallait faire. On est rentré à la maison sain et sauf. Baruch Hachem. Mais est-ce qu'on pense que tout ça c'est Hachem? Ou des fois on oublie. On pense que on voit Hachem dans les problèmes, ce qui est naturel, ce qui est humain. Mais voir Hachem dans tout. C'est un peu l'idée aussi du demi-shekel, de pouvoir vraiment prendre conscience que Hachem est avec nous, Hachem est notre partenaire. Tout ce qui se passe avec nous, c'est parce que Hachem l'a voulu. Les succès et les angoisses. Quand tout marche pas bien, chas v'shalom, mais quand tout marche bien, c'est aussi Hachem. Donc vraiment de pouvoir intégrer ce message que sans Hachem, nous ne sommes pas grand-chose. Et que tout ce qui se passe, nous ne sommes qu'une moitié. L'autre, c'est Hachem. J'ai entendu il y a un Torah sur la Megillah du Rav Shaul Alter, le le Rosh Hashiva de Gour. Chassidim de Lugo, il dit que quand Haman a eu cette conversation avec Achashverosh a dit qu'est-ce qu'on peut faire pour donner de l'honneur à un roi, de l'honneur, pardon, à la personne que le roi veut honorer. Donc Haman lui dit, voilà, on donne le cheval sur lequel le roi s'est mis, qu'on lui donne le vêtement du roi, et quand il s'agit de la couronne, il dit pas la couronne que le roi porte, la couronne qui est mise sur la tête du roi. Pourquoi cette expression bizarre? Alors, bien sûr, de toute façon, après, Aman, il a vu que la Hachverosh était un peu perturbé parce que c'était la couronne. Donc, quand il a dit de le faire, il n'y a pas de couronne dans l'histoire. La couronne n'a pas été mise en place. Mais pourquoi cette expression bizarre? Pourquoi il ne dit pas la couronne que le roi porte ou rapporter ou un truc comme ça, comme il a dit pour le cheval et pour le vêtement? Pourquoi la couronne qui était mise sur le roi?
Et parce que tout le monde, mais on sait pour les rois, les leaders en particulier, lève melachem bi'ad Hashem. Le cœur des rois est dans les mains d'Hachem. Tout ce qui se passe, ça vient d'Hachem en particulier pour les rois. Donc, la couronne, la couronne, elle était mise sur toi. C'est pas ta couronne, c'est pas la couronne que tu portes, c'est la couronne qu'on a mise sur toi. Voilà, Hachem a décidé, il a pris Ploni ben Ploni, il a pris telle et telle personne, on lui a mis une couronne sur la tête, et maintenant, il doit dire ce que Hachem veut qu'il dise. Alors, Aman avait peut-être une autre intention. Aman a dit, Achashverosh, bon, basé sur le Midrashim, moi je te connais, tu es loin d'être un roi, machin, bon, on t'a mis une couronne sur la tête, il est devenu le roi. Mais c'était surtout par rapport à Hachem. Aman peut-être ne le voyait pas comme ça, mais c'était l'idée que c'est Hachem qui gère tout. Hachem, tout vient d'Hachem. Tu prends des bonnes décisions, tu prends des mauvaises décisions. Achashverosh, la Chazal nous dit qu'il changeait d'avis comme ça tout le temps. Une fois oui, une fois non, une fois on voit ça à travers l'histoire de la Megillah. Donc, tu vas acheter, on regrette d'avoir tu vas acheter. On fait ça avec Esther, avec les Juifs, on regrette et changer d'avis constamment. Mais l'idée, c'est que bien sûr, on voit ça à travers sur la Megillah, c'est Hachem qui prend toutes les décisions. Alors, on a mis la couronne sur quelqu'un, sur la tête de quelqu'un, il s'avère que c'est celui qu'on appelle le roi, et c'est comme ça. Mais en fait, c'est pour nous tous aussi. Notre vie, c'est Hachem qui gère. Donc, il faut bien prendre conscience de tout ça. En tout cas, que Bezrat Hachem, on puisse vraiment prendre conscience de la présence d'Hachem dans le monde, qu'on puisse comprendre que le monde évolue dans cette direction-là. Et ce que nous pouvons faire, c'est comme ces chevilles-là, le dernier travail qu'il y a à faire, les petits détails, pas grand-chose, mais c'est les petits détails qui vont tout changer. Donc, faisons attention aux petits détails, faisons attention aux détails de notre vie. Ne pas se dire, pour Hachem, Hachem est tellement grand, ce que je fais, ça n'a aucune importance. Non. La bracha que je vais faire en pensant à ce que je dis, elle a une importance. La petite pièce que je mets dans la tzedaka, elle a une importance. Tout ça, toutes ces petites choses ont une importance extraordinaire. Et c'est ça qui va vraiment finir le travail de l'avenue du Mashiach. Donc on fasse attention à tout ça, aux petits détails, aux petites choses. C'est pas besoin de trucs extraordinaires, de transformations de la vie extraordinaires, des petites choses qui peuvent faire des grandes différences. Bien sûr, des fois, il y a des grandes choses dans notre vie. Il y a des grandes décisions qu'on a besoin de prendre, il y a des grands sacrifices qu'on fait qui ont un poids extraordinaire. Mais c'est peut-être aussi les petites choses de la vie. Donc, Bezrat Hashem, qu'on puisse faire les bonnes petites choses, qu'on puisse très, très, très rapidement voir la fin de toute cette violence qu'il y a, de tous ces problèmes-là, avec l'avenue du Mashiach et la Géoula Shlema avec Mashiach Tzidkenu B'Karov. Amen.